Chapitre 15. Le Sneffels est haut de 5000 pieds. Il termine par son double cône, une bande trachytique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ, on ne pouvait voir ces deux pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant. Nous marchions en file, précédés du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où deux personnes n'auraient pas pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au-delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi, se présenta d'abord un sol de tourbe herbacée et fibreuse, résidu de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible, encore inexploité, suffirait à chauffer pendant 1 siècle toute la population de l'Islande. Cette vaste tourbière, mesurée du fond de certains ravins, avait souvent 70 pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés séparés par des feuilles de tuf ponceux. En véritable neveu du professeur Lidenbrock, et malgré mes préoccupations, j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées dans ce vaste cabinet d'histoire naturelle. En même temps, je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande. Cette île, si curieuse, est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne. Peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible. S'il en est ainsi, on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains. Donc, dans ce cas, la théorie de Humphrey Davy, le document de Saknussemm, les prétentions de mon oncle, tout s'en allait en fumée. Cette hypothèse me conduisit à examiner attentivement la nature du sol, et je me rendis bientôt compte de la succession des phénomènes qui présidèrent à sa formation. L'Islande, absolument privée de terrain sédimentaire, se compose uniquement de tufs volcaniques, c'est-à-dire d'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse. Avant l'existence des volcans, elle était faite d'un massif trappéen, lentement soulevé au-dessus des flots par la poussée des forces centrales. Les feux intérieurs n'avaient pas encore fait irruption au dehors. Mais plus tard, une large fente se creusa diagonalement du sud-ouest au nord-est de l'île, par laquelle s'épancha peu à peu toute la pâte trachytique. Le phénomène s'accomplissait alors sans violence. L'issue était énorme, et les matières fondues, rejetées des entrailles du globe, s'étendirent tranquillement en vastes nappes ou en masses mamelonnées. À cette époque apparurent les feldspaths, les syénites et les porphyres. Mais grâce à cet épanchement, l'épaisseur de l'île s'accrut considérablement, et par suite sa force de résistance. On conçoit quelle quantité de fluide élastique s'emmagasina dans son sein lorsqu'elle n'offrit plus aucune issue après le refroidissement de la croûte trachytique. Il arriva donc un moment où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées. De là, le volcan fait du soulèvement de la croûte, puis le cratère subitement troué au sommet du volcan. Alors, aux phénomènes éruptifs succédèrent les phénomènes volcaniques. Par les ouvertures nouvellement formées, s'échappèrent d'abord les déjections basaltiques, dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards les plus merveilleux spécimens. Nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé que le refroidissement avait moulées en prismes à bas hexagones. Au loin se voyait un grand nombre de cônes aplatis, qui furent jadis autant de bouches ignivomes. Puis l'éruption basaltique épuisée, le volcan, dont la force s'accrut de celle des cratères éteints, donna passage aux laves et à ces tufs de cendres et de scories dont j'apercevais les longues coulées éparpillées sur ses flancs comme une chevelure opulente. Telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande. Tous provenaient de l'action des feux intérieurs, et supposer que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescente liquidité, c'était folie. Folie surtout de prétendre atteindre le centre du globe. Je me rassurai donc sur l'issue de notre entreprise, tout en marchant à l'assaut du Sneffels. La route devenait de plus en plus difficile. Le sol montait, les éclats de roches s'ébranlaient, et il fallait la plus scrupuleuse attention pour éviter des chutes dangereuses. Hans s'avançait tranquillement, comme sur un terrain uni. Parfois il disparaissait derrière les grands blocs, et nous le perdions de vue momentanément. Alors, un sifflement aigu, échappé de ses lèvres, indiquait la direction à suivre. Souvent aussi, il s'arrêtait, ramassait quelques débris de roc,
les disposaient d'une façon reconnaissable et formaient ainsi des amers destinés à indiquer la route du retour. Précaution bonne en soi, mais que les événements futurs rendirent inutile. 3 fatigantes heures de marche nous avaient amenés seulement à la base de la montagne. Là, Hans fit signe de s'arrêter, et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous. Mon oncle mangeait les morceaux doubles pour aller plus vite. Seulement, cette halte de réfection étant aussi une halte de repos, il dut attendre le bon plaisir du guide, qui donna le signal du départ 1 heure après. Les 3 Islandais, aussi taciturnes que leurs camarades le chasseur, ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement. Nous commencions maintenant à gravir les pentes du Sneffels. Son neigeux sommet, par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes, me paraissait fort rapproché, et cependant que de longues heures avant de l'atteindre. Quelle fatigue surtout! Les pierres qu'aucun ciment de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche. En de certains endroits, les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de 36 degrés au moins. Il était impossible de les gravir, et ces raidillons pierreux devaient être tournés non sans difficulté. Nous nous prêtions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons. Je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible. Il ne me perdait pas de vue, et en maintes occasions, son bras me fournit un solide appui. Pour son compte, il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre, car il ne bronchait pas. Les Islandais, quoique chargés, grimpaient avec une agilité de montagnards. À voir la hauteur de la cime du Sneffels, il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté, si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas. Heureusement, après 1 heure de fatigue et de tours de force, au milieu du vaste tapis de neige développé sur la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément, qui simplifia notre ascension. Il était formé par l'un de ces torrents de pierres rejetés par les éruptions et dont le nom islandais est Stina. Si ce torrent n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne, il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles. Tel il était, tel il nous servit fort. La roideur des pentes s'accroissait, mais ces marches de pierre permettaient de les gravir aisément, et si rapidement même, qu'étant resté un moment en arrière pendant que mes compagnons continuaient leur ascension, je les aperçus déjà réduits par l'éloignement à une apparence microscopique. À 7 heures du soir, nous avions monté les 2000 marches de l'escalier et nous dominions une extumescence de la montagne, sorte d'assise sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère. La mer s'étendait à une profondeur de 3200 pieds. Nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles, assez peu élevée en Islande par suite de l'humidité constante du climat. Il faisait un froid violent. Le vent soufflait avec force. J'étais épuisée. Le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service, et malgré son impatience, il se décida à s'arrêter. Il fit donc signe au chasseur, qui secoua la tête en disant « Hof van fort !»« Il paraît qu'il faut aller plus haut, » dit mon oncle. Puis il demanda à Hans le motif de sa réponse. « Mistour !» répondit le guide. « Ja, Mistour !» répéta l'un des Islandais d'un ton effrayé. « Que signifie ce mot ?» demandai-je avec inquiétude. « Vois, dit mon oncle. » Je portai mes regards vers la plaine. Une immense colonne de pierres ponces pulvérisées, de sable et de poussière s'élevait en tournoyant comme une trombe. Le vent la rabattait sur le flanc du Sneffels auquel nous étions accrochés. Ce rideau opaque étendu devant le soleil produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette trombe s'inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ses tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de mistour en langue islandaise. « Hastigd, hastigd !» s'écria notre guide. Sans savoir le danois, je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite. Celui-ci commença à tourner le cône du cratère, mais en biaisant de manière à faciliter la marche. Bientôt, la trombe s'abattit sur la montagne, qui tressaillit à son choc. Les pierres saisies dans les remous du vent volèrent en pluie comme dans une éruption. Nous étions heureusement sur le versant opposé et à l'abri de tout danger. Sans la précaution du guide, nos corps déchiquetés, réduits en poussière, fussent retombés au loin comme le produit de quelque météore inconnu.
Cependant, Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les 1500 pieds qui restaient à franchir prirent près de 5 heures. Les détours, les biais et contre-marches mesuraient 3 lieues au moins. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la faim. L'air, un peu raréfié, ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à 11 heures du soir, en pleine obscurité, le sommet du Sneffels fut atteint. Et avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit, au plus bas de sa carrière, projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds. Chapitre 16. Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passées depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé par un air très vif aux rayons d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allai jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un des 2 pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Elbesmer s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creuser comme des puits, les lacs se changer en étangs, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés, dont quelques-uns s'empanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue, comme une continuation de ses sommets moutonneux. Où finissait la terre? Où commençaient les flots? Mon œil le distinguait à peine. Je me plongeai ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes, et cette fois sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires. J'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes, imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. « Le Groenland, dit-il. »« Le Groenland » m'écriai-je. « Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieues, et pendant les dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur les glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Sneffels, et voici 2 pics, l'un au sud, l'autre au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment. » La demande formulée, le chasseur répondit « Scartaris ». Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. « Au cratère, dit-il. » Le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ. Que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé, et la comparaison m'épouvantait. Descendre dans un tromblon, pensais-je, quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc. C'est œuvre de fou. Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans mot dire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des répercussions d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs.
Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré pour y découvrir les crevasses. À de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouvât soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés. Je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient 3 cheminées, par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ 100 pieds de diamètre. Elles étaient là, béantes, sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lidenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Ils le prenaient évidemment pour un fou. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des 3 gouffres. Mais non, je l'aperçus les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel, Axel !» s'écria-t-il. « Viens, viens !» J'accourus. Ni Hans ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde !» me dit le professeur. Et partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractères runiques, à demi rongés par le temps, ce nom 1000 fois maudit. « Arne Saknussemm !» s'écria mon oncle. « Douteras-tu encore ?» Je ne répondis pas et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurai-je ainsi plongé dans mes réflexions ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner Stapi. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie ni la force de me lever, et prenant exemple sur le guide, je me laissai aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas, tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des 3 routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Saknussemm. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait en effet considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Que le ciel demeura couvert pendant 6 jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lidenbrock. La journée se passa, et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave.
Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échoué au port. Mais aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies, et il réservait au professeur Lidenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avec le changement de lune, vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa lumineuse effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là !» s'écria le professeur. « C'est là, au centre du globe !» ajouta-t-il en danois. Je regardai Hans. « Forut !» fit tranquillement le guide. « En avant !» répondit mon oncle. Il était 1h13 du soir.